Je retrouve maintenant à Vancouver Yves Tibergian, qui est professeur politologue à l'Université de la Colombie-Britannique, un spécialiste de la Chine. Bonjour Yves. Bonjour Esther. Bon, d'abord, le premier ministre Trudeau dit espérer rencontrer le président chinois au sommet du G20 qui va se dérouler à la fin du mois au Japon pour tenter de trouver une solution au conflit entre le Canada et la Chine. Dites-moi, est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'il pourrait y avoir une ouverture dans les discussions? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, oui. Tout va dépendre de ce qui se passe entre maintenant et ce temps-là. Bon, c'est sûr que les tensions au G20 seront énormes, pas à cause du Canada, mais à cause de la relation Chine-États-Unis. Mhm. Et donc, bon, il y aura beaucoup de pression sur Xi Jinping, il n'aura pas beaucoup de temps, ce sera le contexte, hein. Tout le monde va avoir les yeux fixés sur la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Ça va être le moment clé du sommet. Ouais, Mais je pense qu'il y aura quand même une rencontre brève entre le Premier ministre Trudeau et Xi Jinping. Entre-temps, les mesures de représailles de la Chine contre le Canada se poursuivent. Ça s'intensifie de plus belle. Les Chinois ont annoncé cette semaine qu'ils vont scruter à toutes les inspections de ports canadiens. Ça s'ajoute évidemment au blocus du Canada canadien récemment. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que l'escalade des représailles de la part de la Chine se poursuive de plus belle dans les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, alors il y a deux forces qui s'opposent un peu en Chine. D'un côté, il y a quand même une volonté de stabiliser la relation. J'entends ça de diplomates chinois ou de think tanks chinois. Donc, ils veulent penser à long terme, ils veulent penser à l'après-crise. Donc, je pense qu'il y a quand même un esprit de limiter les dégâts. De l'autre côté, ils jouent pas mal par rapport à l'opinion chinoise aussi. L'opinion chinoise est très, très en colère sur le dossier Huawei, le dossier Madame Meng. C'est vu comme l'insulte la plus grave de l'histoire de la relation entre Canada et Chine. Et ça touche toute l'opinion publique. L'opinion publique a beaucoup d'influence sur le gouvernement maintenant avec l'Internet. Et donc, ils ont besoin de montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont en colère, etc. Donc, il y a tout ce jeu et il y a deux forces qui s'opposent. Euh, Cela dit, je pense qu'il y a toujours de l'espace pour la diplomatie, pour faire passer des signaux, pour essayer de désescalader. Et il y a une bonne partie aussi d'acteurs des deux côtés qui veulent désescalader. Oui. Bien, justement, sur l'impact sur la diplomatie, la Chine a annoncé cette semaine le départ de son ambassadeur du Canada, Liu Shay, qui quitte pour Paris. Comme on sait, le Canada n'a plus vraiment d'ambassadeur en Chine, ce qui fait qu'il y a comme plus d'ambassadeurs de part et d'autre pour se parler. Ça laisse l'impression qu'il n'y a personne qui se parle. Jusqu'à quel point ça complique le dossier que le départ de l'ambassadeur de la Chine au Canada? Je pense que ce n'est pas un gros problème. Mhm. Parce que, bon, d'une part, entre juillet et puis l'élection du 21 octobre, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que le Canada, bien sûr, va s'occuper de son élection. Ce n'est pas un moment pour faire des grandes manœuvres diplomatiques. Et puis ensuite, ils ont une numéro 2 à l'ambassade qui est arrivée récemment, mais qui est de très bonne qualité. De même pour nous, le Canada, on a un très bon chef de mission. Donc des gens compétents qui sont quand même à l'ambassade. Et enfin, l'ambassadeur Liu Shaye a été assez controversé au Canada. Mhm. Donc en période électorale, on ne voudrait pas qu'il y ait encore des mots malheureux qui sortent. Donc finalement, on va peut-être un peu avoir une période stabilisée pendant cette période. C'est comme une période d'attente, en fait. Oui, donc un départ qui ne devrait pas avoir trop d'impact. Le premier ministre Trudeau l'a dit, il l'a répété encore aujourd'hui, sa priorité, en fait, avec la Chine, c'est la libération des deux Canadiens, les deux Michael Kovrig et Michael Spavor. Les deux hommes qui ont été formellement arrêtés il y a quelques semaines, en fait, formellement accusés, je devrais dire, parce qu'ils ont été arrêtés dans la foulée de l'arrestation de Mme Wanzhou à Vancouver. Est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt inquiet pour le sort de ces deux Canadiens qui sont toujours emprisonnés depuis quelques mois maintenant, de façon arbitraire, comme l'a dit le premier ministre Trudeau aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet? Sur le fond, je suis optimiste, mais c'est une question de temps. Il est clair, même quand je parle à des Chinois haut placés qui sont pas au gouvernement, mais qui sont pas loin, ils avouent que ce sont des otages, hein. Donc on sait que ce sont des otages liés à l'arrestation de Madame Meng. Cela dit, tout va dépendre du dossier de Madame Meng. Pour la Chine, c'est 100% connecté. Et on sait que du côté du dossier de Madame Meng Wanzhou, le tribunal à Vancouver va peut-être arriver à une décision à l'automne. Et le cas est très controversé, donc le cas n'est pas plié. Bon, c'est au tribunal de décider.
Il est aussi possible que le dossier Meng Wanzhou soit résolu dans les négociations sino-américaines. Donc, on a plusieurs portes de sortie. Mais le gouvernement ne peut pas dire ça, mais un professeur est libre. Donc, moi, je peux dire qu'en fait, les deux choses sont entièrement liées. La libération des deux Michael sera pratiquement instantanée une fois que Mme Meng est libérée, dans un sens. Donc, pour la Chine, c'est complètement connecté. Oui, c'est ça. Maintenant, sur le rôle des États-Unis dans le conflit, parce que vous l'avez dit, Yves, d'entrée de jeu, qu'au sommet du G20, à la fin du mois, tous les feux vont être braqués sur la relation, finalement, États-Unis-Chine. Le Canada est pris, en quelque sorte, en sandwich dans une guerre entre les Chinois et les Américains. On le sait, on a un président américain qui est plutôt imprévisible. Qu'est-ce que pourraient faire les États-Unis pour tenter de régler cette crise? Ce serait quoi le geste à poser pour les États-Unis dans tout ça, selon vous? Oui, alors ils sont dans des négociations très, très, très compliquées, mais très intenses. Alors, il y a deux problèmes dans les négociations. Le premier problème, c'est que des positions quand même assez extrêmes ont été prises du côté américain. Donc, il y a des demandes qui sont allées très loin, qui sont escaladées, notamment des points sur lesquels les négociations ont échoué. C'est la demande américaine de garder des tarifs, de garder des sanctions, même une fois qu'un accord est acquis, de sorte à garder la pression sur la Chine. La Chine refuse ça. Si on a un accord, il faut arrêter tous les tarifs. Bon, il y a des points comme ça, mais qui sont résolvables. Il faut qu'il y ait un peu un compromis. C'est-à-dire que des deux côtés, il faut que la Chine accepte plus de concessions et il faut que les États-Unis acceptent aussi certaines concessions. Ça, c'est les négociations commerciales. Elles sont résolvables. Les enjeux sont énormes, donc ils ont un intérêt à les résoudre. Mais le deuxième problème, c'est qu'il y a aussi l'établissement sécuritaire et militaire qui est derrière, du côté américain, notamment le Conseil pour la sécurité nationale, John Bolton, etc. Et eux, ils voient la Chine comme une menace sécuritaire essentielle qui risque d'être une menace pour remplacer les États-Unis dans la prééminence du monde. Et eux, finalement, ils veulent plus de tensions, plus de conflits et ils veulent, en tout cas, ils ont des demandes qui vont très, très loin du côté sécuritaire. Alors, l'idéal, c'est qu'il faudrait découpler ça. Il faudrait régler le problème de sécurité par de la protection, etc. Et puis, sur le commerce, ne pas lier la sécurité au commerce. Alors, peut-être la suite au sommet du G20 à la fin du mois au Japon. Yves Tiberghien, merci beaucoup pour vos lumières. Toujours apprécié. Merci.